Bonjour Alain Grèche. Bonjour. Salut Pablo. Salut, salut. Merci Alain Grèche d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le fondateur et directeur du journal en ligne Orient 21, site d'information sur le monde arabe, le monde musulman et le Moyen-Orient. Vous venez également de republier un texte du Fatah aux éditions Orient 21 Libertalia qui avait été publié en 1970. Ça s'appelle La révolution palestinienne et les Juifs. Alors, si on vous invitait, c'est parce que depuis quelques jours, l'autorité de Mahmoud Abbas est contestée avec notamment des manifestations dans les rues de Ramallah pour exiger son départ. Ces événements font suite à la mort du militant Nizar Banat qui dénonçait la corruption du gouvernement et qui a été battu à mort après avoir été arrêté par l'autorité palestinienne. Dans les rues de Ramallah, on scandait des Abbas dégage et autres abat le régime militaire. D'abord, j'avais envie de vous demander de quel régime parlons-nous quand on parle de l'autorité palestinienne? Mais c'est un des problèmes. Je me souviens en mars 2011, au début des printemps arabes, j'étais à Ramallah et le mot d'ordre général c'était El Sha'b yurid Escot el Nizam, le régime veut la chute du régime. Mais c'était un slogan qui ne convenait pas du tout parce que les Palestiniens étaient conscients que leur régime, c'était pas vraiment un régime. Donc, ils ont, ils avaient transformé ça à l'époque en le peuple veut l'unification des Palestiniens, c'est-à-dire entre Gaza et Ramallah. Mais ils sentaient bien que c'est pas un vrai pouvoir au sens d'une autorité. euh, enfin, elles ne sont pas légitimes dans le monde arabe, mais enfin, d'une autorité normale, d'un État normal, même dictatorial. Il y avait quelque chose de différent. Et donc, mais là, il y a, je pense, une radicalisation de l'opposition, c'est-à-dire la prise de conscience que le régime ne repose plus que sur la répression. Ouais. C'est-à-dire l'autorité palestinienne avait quand même une certaine légitimité, elle avait la légitimité du Fatah qui est aujourd'hui divisé. Maintenant, il repose fondamentalement sur la répression et un appareil sécuritaire très massif, très important, très bien entraîné. Il faut d'ailleurs rappeler que les accords d'Oslo ont marché dans ce domaine où aussi bien les Américains que les Européens ont poussé l'autorité palestinienne à arranger et à perfectionner cette machine de répression avec l'idée que c'était la seule solution pour arriver à une solution politique. Bon. Alors aujourd'hui, Mahmoud Abbas, il a 86 ans. Il a été jusqu'en 2015 le secrétaire général de l'OLP, l'Organisation de libération de la Palestine. Il préside l'État de Palestine depuis 2005. C'est quoi son bilan? Ben, c'est une des questions posées, c'est-à-dire indépendamment des critiques qu'on peut faire aux différentes organisations palestiniennes, la dirigeante du Fatah, et pas seulement Mahmoud Abbas, c'était aussi Arafat, a fait le pari de la négociation politique et diplomatique. C'est là-dessus pratiquement que s'est construit l'OLP dans une deuxième phase, après la phase de la lutte armée, à partir de la fin des années 70, début des années 80. Et ils ont dit en gros, bon, nous sommes prêts au compromis. Le compromis, c'est la négociation politique et diplomatique. Et nous allons aboutir comme ça à un État palestinien. Bien sûr, pas l'État palestinien dont nous avions rêvé sur toute la Palestine, mais un État palestinien en Cisjordanie et Gaza avec Jérusalem-Est comme capitale. Et ce bilan est un bilan d'échec. Et ça, je dirais, c'est objectif. C'est pas je ne parle pas là de la corruption, de la répression, etc. C'est l'échec d'une stratégie politique. Et c'est un des problèmes aujourd'hui du mouvement palestinien, c'est la stratégie sur laquelle s'est fondée la renaissance palestinienne a maintenant échoué. Et les dernières élections en Palestine datent d'il y a à peu près 15 ans. Elles sont prévues mais sans cesse repoussées. Qu'est-ce qui fait qu'elles ne sont pas organisées? Est-ce que c'est le Fatah qui aurait peur de perdre sa domination et son positionnement finalement Bon, au il y a sud? le discours officiel qui est de l'autorité palestinienne qui n'est pas totalement faux, mais qui est dit en fait on ne peut voter que si on a le droit de voter à Jérusalem-Est, ce que Ah les oui. Israéliens refusent. Et Abbas a saisi cette occasion pour dire on n'organisera pas les élections qui étaient prévues ce printemps. Mais en fait, c'est un prétexte parce que les dernières élections, on avait trouvé une formule, les gens allaient voter dans les bureaux de poste à Jérusalem-Est. Donc, en fait, on sait maintenant que s'il y a des élections, Mahmoud Abbas va les perdre. Alors, qui va les gagner, c'est un peu difficile de le dire. En tous les cas, c'était un peu difficile avant les derniers incidents, enfin, bombardements à Gaza, etc.
parce que le Fatah lui-même est en train d'imploser. Le Fatah qui a été la grande organisation de libération palestinienne, qui représentait la force centrale, c'est maintenant divisé sur la stratégie, sur la tactique, sur les personnes, etc. Et Abbas sait qu'il va perdre ces élections. Pas seulement face au Hamas, hein, parce que le Hamas aussi, je veux dire, par exemple, est extrêmement impopulaire à Gaza parce que sa gestion est pas moins autoritaire que celle du Pas moins Fatah. militaire, oui. Mais il sait qu'il va perdre les élections. Il y a une contestation dans le Fatah, mais Mahmoud Abbas dispose de deux atouts importants. C'est l'appareil d'État, qui n'est pas négligeable. Je crois qu'il y a 100 000 fonctionnaires. Ce n'est pas tous sa police. Hein. C'est tout l'appareil administratif qui tient à travers l'argent. Et il a le soutien de la communauté internationale, des Américains et des Européens. Sur votre site Orient 21, il y a Hicham Alaoui qui écrit que la seule solution, c'est finalement l'organisation d'élections démocratiques. Mais compte tenu de ce que vous venez de dire, on pourrait imaginer que les bonnes conditions d'organisation démocratique de ce scrutin ne sont pas franchement réunies, que même Mahmoud Abbas pourrait repostuler dans ces élections, non? Oui, mais il les perdrait sans doute. Parce que la différence entre les élections qu'il y a eu en Palestine ces derniers temps et celles qui ont lieu en Syrie ou en Égypte, c'est que c'est quand même le pouvoir ne les contrôle pas de la même manière. Et de ce point de vue, il y a effectivement, quand on a annoncé le fait qu'il allait y avoir des élections, il y a plus de 90% du corps électoral qui s'est inscrit sur les listes. Et il y a une vraie volonté de changement, d'intervention, même si après, comment elle se traduit politiquement est difficile à dire parce que, je veux dire, le propre des régimes autoritaires, c'est aussi de faire comment dire, le vide et d'empêcher la création de structures politiques contestatrices. Mais il y avait une vraie volonté. Alors, avec aussi une remarque, c'est-à-dire, on dit des élections démocratiques, mais il faut rappeler que c'est des élections démocratiques sous occupation. Ce n'est pas des élections démocratiques comme il peut y avoir dans des pays qui ne vivent pas sous l'occupation. Mais c'était effectivement une possibilité. La question, c'est, les conditions sont réunies, c'est-à-dire que si on a des élections, il y aura différentes listes, il y aura une compétition, et je ne pense pas qu'il y aura la possibilité d'une fraude massive. Donc, elles existent, mais politiquement, pour l'instant, elles n'existent pas. Voilà, vous avez parlé en fait du Fatah, donc, qui aujourd'hui dirige l'OLP et de façon autoritaire et militaire. Vous avez parlé de l'alternative qui aurait pu être, enfin, que constitue le Hamas, mais qui est aussi une organisation militaire pour grosse partie même. Il n'y a rien d'autre en fait, il n'y a aucune autre force constituée dans le paysage politique palestinien. Il y a les organisations traditionnelles de l'OLP, le Front populaire pour la libération de la Palestine, le Front démocratique, il y a le PC, etc., et, qui ont une certaine influence, notamment le Front populaire, mais qui sont quand même limitées. La question, c'est comment on mobilise les nouvelles générations. Et les nouvelles générations, elles ont grandi dans Oslo, elles ont grandi dans un carcan dont elles veulent se débarrasser, mais elles ne savent pas comment. Et là, il y a un problème d'alternative politique. Aujourd'hui, l'alternative politique la plus crédible, elle est plus en termes de personnes que d'organisations. C'est celle de Marwan Barghouti, qui est en prison, condamné à 2 fois ou 3 fois la prison à vie, qui pourrait être effectivement regroupé une partie il regroupe déjà une partie du Fatah et proposer le problème, il n'est pas seulement la question de l'alternative politique, il est quelle stratégie. Ce que j'ai dit, c'est-à-dire que la stratégie sur laquelle l'OLP a parié dans toutes ses composantes à partir des années 80, elle a échoué. En même temps, la stratégie alternative, qui est celle du Hamas, qui est de la lutte armée, elle n'apparaît pas crédible. Je veux dire, on peut à certains moments confronter Israël, mais personne ne peut penser que ça va changer le rapport de force. Donc il y a un vrai problème de savoir quel est c'est pas seulement quels objectifs on a, c'est-à-dire est-ce qu'on est toujours pour 2 États, un État en Cisjordanie et Gaza à côté de l'État d'Israël, ou bien pour un État unique, mais il y a le moyen de l'accomplir. C'est-à-dire qu'il y a un rapport de force aujourd'hui à l'intérieur, à la fois à l'intérieur d'Israël-Palestine, mais aussi international, qui est très défavorable aux Palestiniens sur le plan politique. C'est-à-dire Israël dispose de la force économique, militaire
énorme, il dispose d'un appui américain et il dispose quand même d'une complicité assez large de la communauté internationale. Sur Orient, le rôle de... Vas-y, vas-y. oui, j'allais vous demander, sur Orient 21, on a lu que l'écrivain libanais Elias Khoury avait écrit qu'analyser la politique palestinienne comme étant une lutte pour le pouvoir, ça revenait à labourer la mer. J'avais envie de vous demander sur ce qu'il se joue en ce moment en Palestine. Ma question est presque naïve, mais est-ce que ça fragilise pas justement cette exigence, cette demande d'un État palestinien vis-à-vis de la communauté internationale et notamment vis-à-vis d'Israël? Est-ce que ça fragilise pas plus encore ou au contraire, il faut y voir une sorte d'espoir d'un changement possible à venir? Je pense qu'il faut y voir une forme d'espoir, c'est-à-dire que aujourd'hui, la question palestinienne ne pourra pas être résolue s'il n'y a pas un mouvement palestinien actif, avec une stratégie, avec une direction qui a la confiance de la population. J'ai dit le rapport de force est très défavorable. Le seul atout qu'ont les Palestiniens, c'est leur présence sur le terrain, et qui fait que pour Israël, ils ont à la fois gagné d'une certaine manière, parce qu'ils ont imposé leur domination sur tout le territoire historique de la Palestine, mais ils n'ont pas réussi à se débarrasser des Palestiniens. Il y a sur la terre historique de la Palestine, en gros, autant de Palestiniens que de Juifs israéliens. Donc ça, c'est effectivement un atout qu'ils ont. Mais comment transformer cet atout? Comment bâtir un nouveau consensus? Je veux dire, il y a un blocage. La communauté internationale est en principe favorable à la solution des deux États, même si elle ne fait rien pour l'imposer. C'est-à-dire, ce que je dis de temps en temps, c'est OK, vous êtes pour la solution des deux États, qu'est-ce que vous prenez comme mesure pour arrêter la colonisation indienne de pêche? Mais on n'en prend pas. Mais en même temps, la communauté internationale n'a pas d'autre solution. C'est-à-dire, aujourd'hui, l'idée, par exemple, d'un État unique où vivraient musulmans, juifs, chrétiens, palestiniens, juifs israéliens, etc., elle apparaît totalement utopique et elle n'a aucun soutien du point de vue euh, des institutions internationales. Donc là, il y a effectivement une difficulté pour les Palestiniens. Tout à l'heure, vous avez parlé de la question générationnelle, parce que c'est vrai que dans les manifestations, là, ces derniers jours, c'était beaucoup des jeunes qui étaient dans la rue à Ramallah, à Haïfa, à Hébron ou à Naplouse. Est-ce que j'entendais beaucoup dans les commentaires autour de ces manifestations que cette jeunesse n'avait plus peur en fait, de prendre la parole, n'avait plus peur, en fait, de la confrontation avec les générations précédentes, mais aussi peut-être plus peur de la confrontation avec Israël. Est-ce que c'est quelque chose que vous ressentez aussi, que vous analysez de cette manière-là? Oui, c'est une révolution de la jeunesse, et ce qui est important aussi, c'est que c'est une révolution de la jeunesse palestinienne partout. C'est-à-dire que c'est pour la première fois depuis très longtemps que les Palestiniens d'Israël, ceux de Cisjordanie, ceux de Gaza, ceux de la diaspora se mobilisent et d'une certaine manière recréent enfin, c'est pas qu'elle avait disparu, mais ressoudent une identité nationale palestinienne. Et c'est vrai que cette jeunesse n'a pas peur, qu'elle s'affirme, qu'elle trouve à travers les manifestations, les réseaux sociaux, plein de manières de s'exprimer. Mais bon, ça ne suffit pas encore, en tous les cas pour l'instant, à créer un rapport de force suffisant. On l'a dit, Il y a, vous venez de republier La Révolution palestinienne et les Juifs qui avait été publié par le Fatah en 70. Le Fatah faisait montre d'une volonté de dialogue. À ce moment-là, il voulait créer une Palestine nouvelle, englobant aussi les Juifs actuellement en Israël. Pourquoi c'était important pour vous de republier ce texte? Bon, ce texte, c'est le texte que le Fatah publie 3 ans après la guerre de 67. Jusqu'à présent, jusqu'à 70, la plupart des organisations palestiniennes qui se battaient pour la libération de toute la Palestine. Ça signifiait non seulement détruire les structures de l'État d'Israël, mais ça veut dire que les colons, c'est-à-dire les Juifs qui s'étaient installés là, allaient rentrer chez eux. Voilà, c'était ça le cadre plus ou moins exprimé de la plupart des organisations palestiniennes. Et le Fatah accomplit une révolution copernicienne en disant euh, nous ne voulons pas réparer une injustice par une autre injustice en expulsant les gens qui sont déjà là. Il faut penser différemment. Alors pour comprendre cette révolution, il faut aussi comprendre l'époque. 1970, c'est l'époque la lutte du peuple vietnamien, des luttes de la décolonisation, de l'idée qu'on va créer un homme nouveau. Donc il y a une espèce d'utopie révolutionnaire comme ça
qui, qui influe sur le Fatah. Il y a aussi le fait que le Fatah, à ce moment, commence des contacts avec des organisations à travers le monde, notamment en France, puisque la France va être un pivot, rencontre des juifs antisionistes et bon, commence à se poser des questions et commence à se rendre compte que la question juive est quand même pour l'Europe une question importante avec le génocide, etc. Et donc décide de faire cette proposition, mais qui s'inscrit dans un cadre vraiment révolutionnaire. C'est-à-dire, l'idée, c'est quand même la lutte armée qui va créer un homme nouveau et qui va nous libérer, mais en même temps, nous allons libérer tout le monde. Et on voit dans ce texte, c'est intéressant, d'ailleurs, ils sont assez conscients, le Fatah est assez conscient que cette proposition n'a de sens que si une partie de la société juive israélienne se rallie à la lutte. Un peu ce qui va se passer en Afrique du Sud, si la société blanche va se rallier à la lutte de l'ANC. Mais ça ne va pas se produire en Palestine, Israël, pour des raisons sur lesquelles on peut revenir. Et puis, il va y avoir aussi, petit à petit, cette illusion révolutionnaire va disparaître et le pays va rentrer dans la réelle politique avec les pays arabes, les Européens qui à la fois reconnaissent l'OLP, mais font pression pour qu'on arrive à une solution de compromis, d'où va naître cette idée de revendiquer un État sur la Cisjordanie et Gaza. Et aujourd'hui, si vous voulez, d'une certaine manière, cette utopie d'une Palestine unifiée, démocratique, non confessionnelle, elle a une actualité pas du tout sous la même forme, mais parce que dans la réalité, ce qui s'est mis en place sur le territoire Israël-Palestine, c'est un système d'abord de domination totale israélienne, c'est un système dans lequel la possibilité matérielle de créer un État en Cisjordanie apparaît comme très illusoire, et donc renaît l'idée d'une Palestine unifiée. Et c'est dans ce contexte qu'il y a eu les deux rapports très importants de B'Tselem, qui est la grande organisation israélienne des droits humains, puis ensuite de Human Rights Watch, disant que le système Israël-Palestine-nation est un système d'apartheid. Et pas seulement un système d'apartheid dans les territoires occupés, mais général. Et on voit avec toute une série de lois, moi ça m'étonne toujours, c'est dans n'importe quel autre pays, ces lois subiraient une critique majeure. Il va passer aujourd'hui, et on ne sait pas d'ailleurs si le gouvernement israélien va tenir une loi qui interdit à un Palestinien de Cisjordanie d'épouser une Palestinienne d'Israël et de vivre ensemble. Ils peuvent se marier, bien sûr, mais ils ne peuvent pas vivre ensemble en Israël. Vraiment, quand on réfléchit à ça, c'est terrible, quoi. Et pourtant, c'est ça qui est en place aujourd'hui. La manière de sortir de ça, c'est effectivement à ce moment de dire on se bat pour une Palestine dans laquelle, enfin, on se bat pour l'égalité, c'est ça. Aujourd'hui, la question, c'est pas l'État tellement, c'est l'égalité des droits. Mais ça apparaît aussi en même temps, il faut le reconnaître, très utopique. La société israélienne a plutôt tendance enfin, pas à basculer, parce qu'elle est déjà à droite, mais à dériver vers la droite la plus extrême. Ensuite, parce qu'il n'y a pas de soutien de la communauté internationale à cette revendication. Justement, vous venez de parler d'Israël. Là, il y a eu un changement en Israël à la tête du gouvernement, à la tête du pays. Ça faisait 12 ans qu'il y avait Benjamin Netanyahou. Maintenant, on est passé à Naftali Bennett. Est-ce que ça va changer quelque chose ou strictement rien? Non, je pense que ça change franchement strictement rien. Bennett, d'une certaine manière, on peut dire il est à la droite de Netanyahou, si ça avait un sens. Et tous les gens qui sont dans ce gouvernement ont travaillé avec Netanyahou. C'est plus un gouvernement anti-Netanyahou parce qu'il a tellement menti à tout le monde, il a tellement promis à tout le monde, etc., qu'il apparaît comme quelqu'un de peu fiable et qui a eu cette coalition. D'ailleurs, elle n'est pas sûre qu'elle tienne, hein, mais sur la question palestinienne, il n'y a pas un changement fondamental. On a une dernière question, Alain. Tout à l'heure, vous avez dit, oui, en 1970, la France a joué un rôle important dans ses relations avec le Fatah. Est-ce qu'aujourd'hui, la France a encore un rôle à jouer en Palestine ou plus du tout? Est-ce que l'Union européenne pourrait avoir un rôle à jouer?
Ou est-ce que peut-être ce n'est pas le moment pour des puissances extérieures à la Palestine d'interférer dans ce qui se joue en ce moment en Palestine? Non, non, elle pourrait tout à fait avoir un rôle à jouer. La question, c'est qu'elle l'a joué à un moment, disons, jusqu'aux accords d'Oslo, on peut dire, avec des critiques bien sûr possibles, que la France, l'Europe ont joué un rôle. C'est-à-dire, il faut rappeler que c'est la France, sous l'impulsion de la France, que la communauté économique européenne à l'époque adopte la déclaration de Venise en 1980, disant qu'il n'y a pas de solution en dehors de l'OLP et en dehors du droit à l'autodétermination des Palestiniens. C'est la base de ce qui va être ensuite la négociation. À l'époque, je veux dire, Begin, qui est Premier ministre, accuse en gros la France de complicité avec le nazisme. Je veux dire. Donc, cet appui a joué un rôle très important, mais après, pour des raisons, il y a plein de raisons qui vont faire qu'on va assister à une dérive de la position française. Pas tellement dans le terme, dans les principes. La France continue à dire qu'elle est pour deux États, un État palestinien à côté de l'État d'Israël, qu'elle est contre la colonisation, etc. Mais en même temps, elle développe parallèlement, elle, la France, l'Europe, développe parallèlement des relations avec Israël comme si la Palestine n'existait pas. Et donc, Israël peut très bien, enfin, je veux dire, se moque des critiques formelles de la France et de l'Europe, alors que l'Union européenne, premier partenaire commercial, pourrait faire des pressions réelles et efficaces sur Israël. Elle refuse de les faire et en même temps, elle développe ses relations. Et puis, il y a une espèce aujourd'hui, de relégitimation par la classe politique européenne et française d'Israël au nom de l'antisémitisme. On ne voit pas pourquoi aujourd'hui, brusquement, il faudrait relégitimer Israël. Et non seulement ça, il y a un aspect qui, moi, me semblait nouveau, c'est-à-dire que dans le contexte de la guerre contre le terrorisme, de l'islamophobie, etc., Israël apparaît à la classe politique comme un allié. On a vu en 2015 des responsables politiques qui disaient qu'il fallait s'appuyer sur le modèle sécuritaire israélien, ce qui est quand même étonnant quand on sait dans quelle situation sécuritaire vit en permanence Israël. C'est ça qu'on veut en France. Mais il y a cette idée, nous sommes dans le même camp, qui est un camp à la fois occidental, anti-islam, etc., et qui empêche la France et l'Europe de jouer. Plus l'élargissement de l'Union européenne aux pays de l'Est a, en politique étrangère en général, puisque les décisions sont prises à l'unanimité, rendu impossible toute prise de position un peu courageuse et un peu en rupture. Voilà. Merci beaucoup, Alain Reich. Merci beaucoup, Alain. Merci à vous.